Bonsoir tout le monde. Parole aux femmes, briser le silence, c'est le thème de cette soirée. Je vous propose d'accueillir tout de suite Attiya Khan. Come on, Attiya. Congratulations, Attiya. Thank you. Shall we sit down? Sure. Thanks. It's moving. Oh my gosh, and now I'm gonna cry. It's okay. La soirée se passera en anglais et en français. Vous avez des casques pour avoir la traduction en simultané. Attiya comprend un peu le français. En deuxième partie, vous pourrez lui poser des questions. Attiya, are you okay? I'm okay. Yeah. Okay. Thank you. Attiya arrive de Suède où elle a accompagné ce film pour quelques projections, premières projections en Europe. You're very moved. Does this process of seeing Vous this semblez movie très help ému healing over time, or is it voir difficult for you to go back ce to it? film à chaque fois. Est-ce que c'est difficile it's pour difficult. vous? Ça remue des choses? The process of Oui, c'est making the difficile. film, La was very fabrication du therapeutic. film a été extrêmement thérapeutique But what I comme didn't think processus, about mais when I was making the ce film, à 'cause quoi I je n'avais just pas wanted to pensé get à it l'époque, done, parce is que I je never voulais avant thought tout about faire what le it film, would mais je n'avais pas mean pensé to à actually show ce que it ça voudrait to dire par la an suite audience, de le people. montrer And, à des tas de it's been a lot gens, de le montrer en harder than I public. Et thought. finalement, ça a été beaucoup plus I've been dur que je ne traveling with the l'imaginais. film for about, Je almost voyage 10 en months accompagnant now. le film depuis une And, dizaine de mois and maintenant. every, you know, I sort of, in the film, for me, I get a Pour moi, sense of dans ce film, closure and healing j'ai that l'impression happens. d'avoir But pu when I watch the film guérir, over and avancer, over and clore un talk about it over chapitre. and over, Mais which comme à chaque fois, je obviously dois I en am excited reparler. to do because this is Ce my qui, bien passion. sûr, But it's me been very passionne, difficult c'est and ce que je it's veux been a faire, mais c'est roller aussi coaster très and I've gone difficile. through a C'est pretty deep des depression montagnes recently. russes Just émotionnelles. after the Récemment, After the j'ai movie. été During vraiment the movie, très I was okay, and it's been in the dépressive, last few months that it's donc been depuis quite quelques difficult mois. for Pendant me. le film, la Words fabrication, do ça a été, heal. après, c'était beaucoup They plus do. dur. They do. They do. Mais les mots They guérissent, can. c'est We'll sûr. try to pronounce them and, Bon, eh bien, nous allons essayer de trouver les mots justes ce soir. Some people may want to offer you this evening. Et peut-être But que I'd like certains to, auront aussi des introduce paroles à vous our offrir other ce soir. guests. J'aimerais vous présenter nos autres invités Nos autres également. invités ce soir sont Colline de Sonarclan. Colline, est-ce que tu veux nous rejoindre? Colline, militante féministe, journaliste, elle collabore entre autres à la RTS. Viens t'asseoir, Colline. Tu as un micro? Je vais te passer mon micro, c'est bon? Voilà. J'aimerais également inviter Marai Larazi. Marai, can you come up and join us? Marai est directrice exécutive de IMCAN, une organisation luttant contre les violences faites aux femmes noires également. Elle participe à BMW, donc Black Minority Women. Mariah Larazi, just sit down. Et enfin, Caroline Dehaas, féministe française. Toutes ces femmes sont arrivées cet après-midi même pour être avec nous ce soir. Mariah, a couple of words of just the movie scene it again. It's the second Quelques time you see mots, it. Marai, après And Hogan, le yeah. film que vous voyez, je crois, pour la deuxième fois. Just to acknowledge you, Je Attiya. voulais juste I think there's te something remercier, Attiya, te about women saluer being en able to quelque choose sorte. their own pathways of healing. Je crois que chaque And femme a you le chose droit de one that choisir you son shared with propre us. chemin de guérison et it's tu as choisi so de partager powerful ton and so chemin amazing. avec nous. C'est très So thank you, fort. first of all. Alors merci. Thank you Merci as a survivor. beaucoup. And Merci thank you as a filmmaker, parce que tu because that was your- es that's your une work as survivante well, et right? tu es aussi And also, une réalisatrice as de I said cinéma. to you earlier, Et comme je le disais the tout à film l'heure, is important in so many le ways. film est important One, à because plein d'égards. It's your story, Déjà but parce que two, c'est ton because histoire, we mais don't aussi see parce que narratives nous ne voyons around pas women of color souvent d'histoires qui experiencing tournent autour violence de from femmes white de men. couleur qui subissent des And some violences of de us la happen to part be in d'hommes relationships with blancs. white people, right? Et And dans all des the narratives relations around avec des hommes violence that blancs, we experience tous really les focus récits on que l'on peut our entendre en communities général and on parlent the plutôt violent à l'échelle de men in la our communauté, communities. des hommes violents And so dans what nos you've done is communautés. you've given voice Et vous, to hold et toi, space tu where as there is
donner kind of acknowledgement. toute une And that's voix really à, important. So, à un espace gratitude qui n'est pas reconnu. Donc, from us. ça mérite toute Thank notre you, gratitude. Colline. C'est un film, je pense, qui dérange autant enfin moi, il m'a ému autant qu'il m'a dérangé, parce que c'est un film qui traite d'un sujet qui est très difficile à traiter et que je pense que tu as traité avec talent et avec beaucoup de finesse. C'est la question des auteurs de violence et de donner la parole en fait aux auteurs de violence, qui est quelque chose de très délicat. Et ce que j'apprécie énormément dans la démarche de ce film, c'est que on parle de choix, on parle de responsabilisation, on parle de responsabilité. Et quand j'ai entendu parler du film, j'avais quelques appréhensions. Comment il va en parler? Est-ce qu'on aura de l'empathie pour lui? Trop d'empathie peut-être? Et toi, tu le thématises un moment dans le film et tu dis j'ai de la compassion pour lui, et après je culpabilise d'avoir eu de la compassion, un peu la double peine d'ailleurs. Et donc là, je pense que c'est vraiment ce qui est magnifique dans ce film, c'est justement un sujet qui est ouvert. Je pense que c'est une des premières pierres à l'édifice de comment est-ce qu'on donne la parole aux hommes violents pour en fait combattre les violences, et comment on leur donne la parole pour s'auto-responsabiliser dans cette démarche qui est une démarche finalement, à mon sens, féministe. Mm-hmm. I suggest we listen to everyone and then I'll have you answer. Okay. Je suggère qu'on Caroline, entende chacun d'abord et Vanessa. qu'on D'abord, un vous grand répondiez. merci, parce que pour moi, il y a deux choses très fortes dans ce film. Enfin, il y a plein de choses très fortes dans ce film, mais il y a deux choses qui m'ont particulièrement touchée. La première, c'est de se dire, en fait, on peut avoir été victime de violence et devenir une meuf aussi cool et aussi incroyable que toi. Et ça, c'est quand même un truc de fou, quoi. Ouais. Et ça, c'est pour moi une source de beaucoup d'espoir, d'envoyer un message, de dire, en fait, c'est pas la fin de l'histoire quand on a été violé, abusé, tapé. C'est pas la fin de l'histoire, en fait. Il y a une histoire après. Et on peut vivre, on vit différemment, on vit moins bien, ça laisse des traces, mais on peut vivre, on peut avoir des enfants, on peut aimer, on peut ne pas avoir d'enfants, on peut faire ce qu'on veut de sa vie, on peut avoir sa vie. Ça, c'est un truc qui est très fort, je trouve. Et moi, à la fin du film, le truc que je me suis dit, c'est elle a quand même trop la classe, quoi. Bon, et ça, c'est vraiment source d'espoir, je pense. Puis la deuxième chose que je trouve très forte dans ce film, c'est que tu montres en fait le visage des agresseurs à travers le personnage de Steve. Et souvent, on a tendance à présenter les agresseurs comme des gens qui n'existent pas vraiment. En France, en ce moment, il y a une campagne de communication pour prévenir le harcèlement sexuel dans les transports en commun. Et la photo, c'est une femme avec derrière soit un requin, soit un ours, soit un loup, pour présenter les agresseurs. Voilà. Comme si les agresseurs étaient des bêtes sauvages qu'on trouve dans les forêts ou dans les fonds marins, en fait. Et dans ce film, tu montres que les agresseurs, en fait, c'est pas des monstres, c'est des êtres humains qui sont dans notre quotidien. Et qu'à partir du moment où on accepte, où on pense, où on voit qu'une femme sur deux a été victime de violences autour de nous, dans la plupart des cas par quelqu'un de son entourage, bah ça veut dire qu'autour de nous, il y a des agresseurs. Et que si on accepte de dire que les femmes victimes de violences, ça peut être nos sœurs, nos mères et nos grands-mères, bah ça veut peut-être dire que parmi nos frères, nos pères et nos grands-pères, il y a des agresseurs. Et ça, c'est très douloureux. Et en même temps, pour moi, c'est l'étape indispensable pour qu'une société fasse un travail massif, radical, pour en finir avec les violences. Donc, merci beaucoup. Bravo. Merci, Caroline. A couple of words about the aggressors. I mean, Donc, quelques mots à propos des agresseurs, justement. Comment se fait-il que Steve a accepté ainsi de rendre la chose publique, de se montrer à visage découvert? Est-ce que vous pensez que c'était une bonne chose que de lui donner cette visibilité? Yeah, okay. Yes, I think it was. Oui, moi je crois que And oui. I asked Steve, it was probably around almost 5 years ago. We had Ça bumped remonte à into peu each près à other on the 5 ans. On streets s'est in croisés par Toronto, hasard dans la rue à where since Toronto. I escaped from him, every few years I Je would l'avais run into him. fui et And de at temps en first, temps, il m'est for arrivé the de le first, recroiser depuis maybe la 10 période où years, I was j'avais terrified fui when le I saw couple. him. Et pendant But that les slowly, premières as années, my une life dizaine d'années, got j'étais better terrifiée chaque and fois que I, j'ai went été to amenée à le university croiser. and I had a stable Mais petit à partner and petit, I was je suis living rentrée à in a l'université, ma vie house s'est that I really améliorée
rencontré, j'ai eu un partenaire stable, ma vie était en place. Et petit à petit, les choses ont changé en moi quand je l'ai rencontré. Et je me suis aperçue qu'il n'avait pas l'air d'aller bien. Et ça m'a intriguée en quelque sorte. Je travaillais pour un programme féministe de conseil aux femmes. Et puis, donc, quand je voyais Steve, quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression qu'il était terriblement affecté, qu'il souffrait. Et finalement, même à mon agresseur, je ne lui souhaitais pas ça, mais j'étais très curieuse surtout. Et je me demandais si la peine, les horreurs qu'il m'avait infligées, est-ce que ça l'avait touché lui? Est-ce qu'il devait vivre avec ça au quotidien, comme moi, je devais vivre avec ça au quotidien? Ça remonte à peu près à peu près une vingtaine d'années s'étaient écoulées quand je l'ai croisé à nouveau. Et j'avais eu une idée de documentaire à propos de la violence des femmes. Tout un tas de choses me mettaient en colère de voir ce phénomène de la violence à l'égard des femmes toujours se perpétuer. Et puis, j'avais croisé Steve quelques jours avant et du coup j'ai pensé à lui. Je me suis dit, mais pour lui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il y a tellement d'hommes qui choisissent d'avoir recours à la violence. Et à ce moment-là, je suis allée sur Internet. J'ai essayé de voir, par exemple, s'il y avait de l'aide que l'on pouvait trouver en tant que personne violente. Et là, j'ai trouvé quelques organisations, programmes au Canada, et j'étais très choquée parce qu'il y avait très peu de choses. J'étais en colère, en fait. Moi, je travaillais dans ce domaine, j'ai une formation dans ce domaine, et jamais je n'avais été mise au courant de ce que l'on faisait ou ce qui existait pour des gens qui avaient été violents. Et ça fait tilt dans ma tête. Là, j'ai regardé un peu le travail qui était fait. Donc, ils travaillaient avec des gens qui ont utilisé la violence et par une thérapie, des gens qui ont été violents peuvent changer. Ça se fait petit à petit et rentrer dans des relations saines et apaisantes. Et c'est là que je me suis dit, je dois lui parler. Et le titre, il vient d'où? Un homme meilleur. Alors, je dois vous dire que le titre, tout le monde ne l'aime pas. C'est Steve qui a été à l'origine de ce titre. Après le premier tournage, on s'est retrouvés un mois plus tard. On a bu un thé ensemble, fait un petit peu le point. Nos discussions à chaque fois étaient très intenses en émotions. Et au moment où on était sur le point de parler, il m'a dit Tia, je suis tellement désolée, j'aurais aimé être un homme meilleur. Et ce qui m'a plu en entendant ça, c'est pas un homme fantastique ou un grand homme, non, c'est juste un homme meilleur. Et je crois que finalement, pour nous tous, pas simplement pour les gens qui sont violents et pas simplement Steve, je crois que nous sommes tous capables de blesser quelqu'un, même si on ne fait pas preuve d'agression, et que finalement nous devrions tous essayer d'être meilleurs. J'aimerais qu'on vienne justement à cette position de l'agresseur que tu as mentionné, Colin. Pourquoi ne pas prendre la loi? Pourquoi ne pas faire agir la justice dans ce genre de situation? Who would like to answer? Caroline. Oui, peut-être que pour que la... Enfin, là, c'est large comme question. Oui, mais c'est vrai qu'on peut avoir une réaction en se disant, bon, Atia a choisi la parole, a choisi de guérir avec la parole et en rencontrant. C'est pas toujours possible de rencontrer son agresseur, d'une part. D'autre part, il peut aussi y avoir une envie de vengeance et de saisir la justice. Alors, la justice, elle sert pas à faire vengeance, elle sert aussi à faire en sorte que la société dise ça c'est interdit et on va réparer, on va tenter de réparer. Moi, ce à quoi on est confronté en France, c'est que la justice aujourd'hui, pas tous les juges, pas tous les magistrats, mais la justice en général ne fait pas bien son travail sur la question des violences à l'encontre des femmes. Il y a quelques mois en France, un jury d'assises, donc un jury populaire, a décidé qu'une fille de 11 ans, qui avait été violée par un homme de 22 ans qu'elle ne connaissait pas, était sans doute consentante. Et donc, ils ont acquitté l'homme. Voilà. 11 ans.
D'accord, 11 ans. Il y a quelques années, une amie a été violée par un homme dans la rue. Elle l'a décrit. Il a été pris. Le jugement a eu lieu. Simplement, elle avait décrit un grain de beauté du mauvais côté. Et donc, les juges ont estimé que c'était pas lui. Et donc, il a été acquitté. Des histoires comme ça, on en a tous les jours, en France comme j'imagine dans tous les pays du monde. Et donc, tant que la justice ne fera pas correctement son travail, moi, je ne me sens pas de dire aux femmes « allez porter plainte à tous les coups ». Parce que je ne sais pas si c'est toujours la bonne solution. Moi, j'ai porté plainte pour des violences que j'ai subies en ligne, du cyberharcèlement. Ça m'a coûté 3 000 €, ça m'a pris 1 an, ça m'a fait perdre du temps. Et au final, ils n'ont même pas cherché les agresseurs. Et il ne s'est rien passé. Et donc, tant que la justice ne fera pas son travail, on ne pourra pas demander aux femmes de porter la responsabilité, elles, d'aller porter plainte et de faire le boulot à la place de la justice. Je pense que Caroline a très bien répondu et je pense que je tiens tout à fait la même position, une position qu'on nous reproche souvent, de dire vous encouragez pas les femmes à porter plainte, vous devriez encourager les femmes à saisir la justice parce qu'il semble pour tout le monde que c'est la solution idéale. Nous, sur le terrain, on le voit que c'est pas le cas. Et une des choses dont parle le film de très clairement, c'est la résilience. Et cette résilience, elle est possible quand on est à long terme, après des événements traumatiques, dans un environnement bienveillant et sain, compréhensif. Et je pense que passer par la justice, c'est la pire possibilité en termes d'environnement bienveillant. Parce que vous allez avoir affaire aux juges, aux avocats, à la personne. Encore très récemment, on me rapportait qu'une jeune fille qui avait porté plainte contre un agresseur s'était retrouvée face à lui et ses 2 avocats sans avoir la possibilité d'être même entourée. Donc il y a vraiment des énormes défauts qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, envoyer les femmes dans ce processus-là, c'est les envoyer dans la cage aux lions, quoi. All right. I think there is something around Je pense. importance of criminal justice processes. Bien sûr, il y a le processus de la justice pénale, mais de nouveau, les processus ne sont pas formatés autour de nous. Bien sûr, il y a le système. Donc, et là où il y aura toujours priorité, c'est qu'il faut absolument qu'on se sente en sécurité, il faut que la femme se sente soutenue et qu'elle puisse dire ce dont elle a besoin. Et nous, au sein de la société, nous pensons que ça va être justement par la voie de la justice pénale. Mais est-ce qu'elle délivre une justice, quel genre de justice est-ce qu'elle délivre? Est-ce que c'est la justice à laquelle on pense quand on dit on va aller enfermer tous ces hommes violents et il y aura des prisons pleines de ces hommes violents et on va avoir de plus en plus de comportements misogynes. Et comment faire pour... Est-ce qu'on a finalement réussi à interrompre la violence? Donc moi, qu'il faut que les messages doivent être communiqués, à savoir que la violence est inacceptable, c'est une chose, mais il faut faire autre chose que juste se concentrer sur un système de justice pénale qui n'est pas conçu pour justement apporter son soutien ou aider les survivants. Et je ne connais pas un seul système de justice pénale qui fonctionne dans ce sens. Et j'aimerais qu'il y ait un tel système, mais je n'en ai pas encore rencontré. D'où l'importance justement des abris et des centres de crise, les lignes téléphoniques, le soutien. On a besoin de structures qui soient conçues pour les victimes, pour les survivants, etc., plutôt que des systèmes qui se concentrent sur cette structure avec les avocats, avec ce système donc, du plaignant et du défenseur. Alors, au Royaume-Uni, le système est conçu. Et voilà, et on est finalement appelé à la barre comme témoin, ce qui est absolument incroyable. La victime devient le témoin et donc le système où on voit justement ce sont des experts de la justice, les avocats, les juges, et c'est le système entier qui est remis en question. Vous ne vous êtes pas rendu dans un abri. Je ne savais pas qu'il y en avait pour les femmes comme moi. Je n'en avais jamais entendu parler. J'avais 16 ans à l'époque. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire pour moi comme mon professeur, et d'avoir savoir qu'il y avait ce genre de service disponible. Et j'aurais peut-être quitté Steve plus tôt, et je n'aurais pas eu à supporter tant de violence. Mais pour revenir au système judiciaire, c'est vrai que ce film-là, c'est justement un exemple justement de justice rendue, et il faut trouver d'autres voies pour obtenir la justice. Mais la vérité est la suivante: les personnes
qui ont été blessés ne veulent pas que la personne qui leur a fait mal se retrouve derrière les barreaux, mais ils veulent que cette violence s'arrête. Et ce que nous omettons de faire, c'est de demander aux personnes qui ont fait mal, c'est de quoi elles ont besoin pour justement arrêter d'être violents. Et qu'est-ce que cette personne a besoin de sentir justement qu'il y a une guérison. Et je pense pour moi, avec le système judiciaire tel qu'il est, et aussi que la personne blessée, sujet à violence, comment elle guérit. Alors, je n'ai pas appelé la police. Steve a appelé la police à 2 reprises. Moi, je vivais dans l'Ontario, une province du Canada. Et quand la police est venue, alors, il me demandait à moi devant Steve. Et les 2 fois, il y avait des amis à moi qui étaient là, qui avaient appelé les policiers. Et les 2 officiers de police ont dit, est-ce que vous voulez justement déposer une plainte? Et mes amis disaient oui, allez-y. Et Steve me regardait et je disais non, surtout pas, parce que je savais dès que les policiers seraient partis, il allait de nouveau être violent. Et il y a des femmes qui savent qu'il y a un énorme danger là-dessus. Et les choix qu'on fait sont basés sur le fait qu'on a peur de danger. Alors les autres ne comprennent pas, mais comment ça se fait que tu ne veux pas justement porter plainte? Parce que tout simplement, une fois que la porte est refermée, il risque de me tuer si je dépose plainte. Sans oublier que la justice n'est pas tellement partiale. Je veux dire, si en l'occurrence, on parle d'un homme blanc qui agresse une femme de couleur, et je pense il y a aussi les questions évidemment de classe et d'origine socio-économique. C'est une des raisons pour lesquelles moi la justice, c'est pas un outil que j'arrive à prendre en considération comme une solution. Bien sûr qu'elle doit être saisie à certains moments et qu'elle peut l'être et qu'il est tout à fait légitime de le faire. Il ne faut pas décourager non plus les femmes qui veulent passer par ça, mais elle a vraiment des énormes défauts. Le groupe de parole, c'est un lieu important, le refuge. Qu'est-ce qui se passe ici en Suisse, en France ? Alors, un des éléments que font les associations qui accueillent les femmes victimes, c'est qu'elles expliquent ce qu'on appelle les mécanismes de l'agresseur et qu'on retrouve dans le film A Better Man, qui permettent en fait de prendre conscience que c'est pas nous le problème, que c'est pas notre faute, mais qu'on est en fait dans un mécanisme qui est partagé par des millions de femmes à la surface de la planète. Et ce mécanisme, il s'établit en 5 étapes qu'on retrouve dans quasiment toutes les histoires de violence. Le premier, c'est l'isolement. On va couper les liens avec les amis, avec la famille. La deuxième, c'est la dévalorisation, donc des petites phrases, des petits mots, je mets des guillemets à petits, qui vont avoir tendance à faire perdre l'estime de soi de la personne et la confiance en elle. Troisième élément, c'est l'inversion de la culpabilité. Non mais c'est vrai qu'elle est partie trop vite, la gifle. Mais en même temps, quand même, t'as vu ce que t'avais fait ? Donc au choix, les lasagnes étaient brûlées, tu m'as mal parlé devant mes amis, t'as dragué un de mes potes sur Facebook, bon, peu importe, il y a toujours un truc, quoi. Donc inverser la culpabilité, c'est le 3e élément. 4e élément, c'est la menace et la peur. Et le 5e élément, c'est le fait d'assurer son impunité, c'est-à-dire s'organiser pour que l'entourage trouve la personne formidable et qu'au moment où les faits soient dits, on dise « non mais c'est pas l'homme qu'on connaissait ». C'est pas possible que ça arrive. Voilà. Vous savez, il y a des célèbres acteurs américains qui sont allés faire des grands discours féministes à la tribune avec des pins Time's Up. Et puis la semaine suivante, il y a 15 femmes qui ont témoigné qu'elles avaient été agressées sexuellement par cet acteur-là. Donc ça s'appelle assurer son impunité. Et ces 5 éléments, isolement, dévalorisation, inversion de la culpabilité, menace et peur et assurer son impunité, on retrouve ça dans toutes les histoires de violence. Donc si dans votre entourage, vous avez une copine, une membre de votre famille qui s'isole, qui se dévalorise, qui explique que ça va pas très bien, mais qu'en fait c'est toujours de sa faute, qui a peur, et que son conjoint, par exemple, ou son partenaire, vous le trouvez tellement formidable, eh ben ça doit vous alerter. Ça doit faire des petits warnings qui s'allument, des petits signaux d'alerte. Vous êtes sans doute en présence de quelqu'un qui est victime de violence. Ouais. Pour moi, la question qui se pose, c'est nous, en tant que communauté et société, comment est-ce qu'on responsabilise, on demande des comptes justement à des hommes violents. Je ne connais pas le programme qui a été mis en place pour Steve, mais au Royaume-Uni, il y a des systèmes où on utilise un modèle féministe qui vient
Vous avez un groupe d'hommes dans une pièce et ils sont les uns avec les autres avec une femme qui est là pour animer et un homme aussi et ils voient comment ils travaillent avec les hommes ceci au cours de 26 semaines et pour justement que l'homme rende des comptes. Et ce modèle féministe est tout à fait idoine parce que là on se concentre donc, et le conseiller essayait de faire ressortir de Steve ce besoin d'avoir le contrôle et elle disait oui c'est parce que on voulait me contrôler quand j'étais petit ou peut-être que je n'avais pas été nourri au sein ou je n'avais pas eu l'affection dont j'avais besoin et de nouveau il faut que l'homme comprenne que il a le choix. Vous choisissez la violence parce qu'il vous faut absolument avoir les rênes et vous avez l'obsession de contrôle et en fin de compte vous êtes responsable et c'est justement pour que l'homme commence à comprendre que il est responsable et c'est pas parce que le café était brûlant ou parce que ceci ou cela et c'est moi en tant que auteur de violence je dois rendre des comptes, je dois réaliser que je suis responsable et pas rejeter la faute sur un parent ou le fait que je n'ai pas été aimé. Et bien sûr, il y a des gens c'est assez choquant que vous mentionnez que vos professeurs avaient remarqué, avaient parlé à Steve, mais ne vous avez pas parlé à vous. Et quand vous êtes parti en courant dans la rue, vous avez dit que personne dans le voisinage n'était sorti pour vous aider. Et c'est difficile à comprendre, difficile. Oui, j'ai toujours encore beaucoup de colère envers mes professeurs qui n'ont rien fait. Et ça ne me surprend pas parce que beaucoup de gens ne savent pas comment faire, ils n'ont pas les outils pour intervenir et ça leur fait peur. Et c'est vrai que nombre d'entre nous avons enduré de la violence et nous n'avons pas pu gérer ce genre de situation. Alors, l'idée d'avoir à aider quelqu'un d'autre qui est victime de violence, ça paraît comme quelque chose c'est trop. Et maintenant, en ce qui concerne les voisins, il y a des amis ou des personnes totalement étrangères qui sont témoins de la violence physique. Et qu'est-ce qui se passe quand vous n'intervenez pas? Et pour moi, le ressenti que j'en ai eu, c'est que je l'avais mérité parce que les gens le voyaient, ne faisaient rien, et ça a renforcé en moi l'idée que je le méritais. C'est comme ça que ça se passait dans toute relation de couple. Et je me suis sentie encore plus seule. Et ça fait peur. Et ça fait peur d'intervenir, surtout s'il y a de la violence là qui a lieu là devant vos propres yeux. Mais vous pouvez intervenir avant que l'incident se produise et après l'incident. Et beaucoup de gens pensent que il faut qu'on devient un héros, il faut intervenir. Non, pas du tout. C'est des toutes petites choses qu'on peut faire qui, dans le temps, va apporter la confiance à quelqu'un qui est victime de violence pour qu'elle commence à se dire qu'elle ne mérite pas cette violence. Si vous connaissez quelqu'un qui est victime de violence, moi je vous encourage de reconnaître cette violence et de dire je vois que tu souffres, j'ai remarqué les hématomes, les bleus et je suis là pour toi si tu as besoin de quoi que ce soit. Et je ne suggère pas de dire à quelqu'un ce que vous pensez qu'il doit faire parce que ça ne fonctionne pas. Et il faut demander à la personne de vous dire ce dont elles ont besoin et quoi qu'il se passe, vous êtes là pour ces victimes et vous pouvez aussi voir quelles sont les organisations à proximité et leur dire, vous savez qu'il y a telle ou telle association dans votre communauté s'ils n'ont pas d'argent, que si vous en avez, vous pouvez leur proposer de payer pour l'aide juridique ou leur loyer ou pour une thérapie ou éventuellement qu'on puisse s'occuper de leurs enfants pendant qu'ils aillent demander de l'aide. Et les gens qui utilisent la violence et qui veulent arrêter d'être violents ont besoin d'amour et de soutien aussi et eux aussi ont besoin de ressources. Ça veut vraiment arrêter la violence perpétrée envers les femmes. Il faut aider les personnes qui sont les auteurs de la violence. Et c'est là aussi vous pouvez intervenir et d'offrir aussi l'aide en disant je tiens à toi, mais je sais que tu fais mal à ta partenaire, je sais que tu fais mal à ta sœur. J'aimerais aider et je veux que tu continues à être engagé sur la voie de la non-violence. Et ils ont besoin que quelqu'un quand même les surveille pour sûr qu'ils avancent sur cette voie. Et ce sont là des choses que nous pouvons faire et ça aurait fait une énorme différence
différence dans ma vie à moi. J'ai eu quelques personnes qui m'ont dit, si j'avais des personnes qui m'ont dit je ne le méritais pas, et ça a pris 1 an. Et donc, il y a eu des gens qui m'ont dit que je ne le méritais pas, mais ça a pris 1 an pour vraiment croire que je ne le méritais pas. Important, je pense à dire, autour de ce film en particulier, c'est que ce que ce film a de bien, c'est qu'il nous montre une histoire particulière, une histoire individuelle, qui nous permet d'avoir de l'empathie pour les personnages, se demander qui est Steve, pourquoi il a fait ça, etc. Des questions qui sont très individuelles finalement, alors que, comme vous l'avez très bien dit, c'est une violence qui est collective. Et ce qui me fait dire ça, c'est votre remarque par rapport aux professeurs qui n'étaient pas outillés pour vous aider. On a une société qui a un souci, une maladie sociale. Quand on dit les hommes qui battent ou les hommes qui violent sont des malades, non, les hommes qui violent et les hommes qui battent ne sont pas des malades. Ils sont pas des ours ni des loups, ils sont des hommes qui ont été éduqués dans une certaine forme de masculinité. Je pense que cette masculinité, on doit effectivement la questionner, non pas pour accuser individuellement les hommes d'être violents, mais pour questionner justement la structure sociale dans laquelle cette violence est mobilisée par ces hommes. Et de la même manière, vu qu'on a une cécité sur ces violences-là, ou qu'on les considère comme tristement normales, en tant que témoin, on ne sait pas non plus comment agir. Donc ça veut dire que c'est un programme énorme, hein, mais je crois qu'on est plusieurs à l'avoir entrepris, de responsabiliser la société dans son ensemble par rapport à ces violences-là et de questionner l'ensemble de la société par rapport à ces violences-là. Et donc aussi de donner les outils à d'autres individus parce qu'on est entre du collectif et de l'individuel tout le temps, quoi. Donner les outils dans les institutions, dans les écoles, dans le système juridique qui doit s'améliorer, puisqu'il est mauvais, on va pas juste le mettre de côté, on va essayer de faire qu'il soit mieux, etc., etc. Et notamment dans les institutions qui, alors je suis très heureuse d'apprendre qu'en Grande-Bretagne, les institutions agissent de manière féministe. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincue de la manière dont ça se passe ici. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour éviter justement de se retrouver dans une situation où on lisse les violences, où on considère que l'agresseur et l'agressé finalement sont dans une dynamique et que finalement c'est des problèmes de couple ou des faits divers et que non, il y a un rapport de pouvoir dans lequel il y en a un qui agresse l'autre et que ça doit être très clair. Oui, peut-être parce que c'est intéressant ce décalage entre l'individuel et le collectif, parce que je pense que les deux vont en fait de pair. C'est ce que tu dis, c'est-à-dire que si on veut faire changer la société tout entière, ça changera aussi par des changements individuels. Moi, dans mon travail, je forme des professionnels de santé ou de travail social à détecter les violences, parce que on a beaucoup parlé du silence, mais en fait, pour beaucoup de gens, on ne voit pas les violences. C'est-à-dire qu'avant même de les voir et de ne pas savoir quoi faire, on ne détecte pas les violences dans notre entourage. Et moi, j'essaye de travailler avec les professionnels et je leur dis, bon, à votre avis, c'est quoi le meilleur outil à votre disposition pour détecter les violences? Donc les gens répondent, les yeux, on peut regarder les marques. Je dis, bon, il n'y a pas toujours des marques, donc ce n'est pas le meilleur outil. Les oreilles, on peut écouter. Oui, mais vous avez remarqué que vous avez du mal à entendre quand même. Donc, ce n'est pas forcément votre meilleur outil pour détecter. D'accord ? Une fois que vous avez détecté, les oreilles, c'est utile. Mais avant, comment vous faites ? Et donc, petit à petit, on arrive à la bouche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la bouche ? On peut poser la question. On peut poser la question aux femmes de notre entourage, est-ce que vous êtes victime de violence ? Là, dans la salle, en général, les professionnels regardent leurs pompes, se regardent les uns les autres et font « c'est chaud là quand même » de poser la question. Et donc, je fais un truc, est-ce que je peux essayer avec la salle ? Faire un jeu ? Oui ? Alors je fais un truc, je les fais se lever. Alors allez-y, levez-vous. Vous pouvez vous lever, oui ? Allez-y, levez-vous. Alors répétez après moi. Et salut ? Et salut. Est-ce que tu as déjà été victime de violence ? C'est bon, vous pouvez vous rasseoir. Donc techniquement, ça marche. On est d'accord ? Votre bouche arrive à prononcer ces mots-là. D'accord ? Sinon, il y a des spécialistes de la bouche qui peuvent vous aider. Mais pour l'immense majorité des gens, on arrive à prononcer ces mots-là. En fait, pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'on a peur. On a peur de la réponse, en fait. On a peur qu'elle nous dise oui, et là, on est dans la merde. Parce que c'est horrible, parce que c'est triste, parce que c'est dur, et parce qu'on a déjà tellement de problèmes à gérer nous-mêmes qu'on n'a pas envie de gérer les problèmes des autres. Voilà. Et donc, moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai ma petite mallette, parce qu'il y a des fois, j'ai pas très envie de poser la question non plus. Moi aussi, j'ai des problèmes. Moi aussi, je suis fatiguée. Bon. Et donc, je la pose quand même, mais j'ai ma petite mallette de réponse prête à l'emploi.
Et je donne le numéro de téléphone, donc on pourrait le donner, le numéro de téléphone en Suisse pour les femmes victimes de violences. Je donne les 2 ou 3 phrases que je sais qu'il faut dire à chaque femme qu'on croise qui a été victime. Je te crois, tu n'y es pour rien, c'est lui le coupable, il n'a pas le droit, c'est la loi. Voilà. Vous pouvez noter ces 4 phrases-là et les dire à chaque femme victime de violences que vous croisez. Je te crois, tu n'y es pour rien, il n'a pas le droit, c'est lui le coupable, c'est la loi. Donc voilà, vous savez poser la question, vous récupérez le numéro de téléphone d'une association locale, vous recopiez ces 4 phrases-là, et vous êtes capable d'arrêter des cycles de violence autour de vous. Et c'est là que je reboucle avec l'individuel. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut faire changer la société, de l'éducation, des lois, etc. Mais si chacune et chacun d'entre vous, on devient des agents de la fin des violences dans notre entourage, on est combien dans la salle? 400? 500? Vous imaginez 500 personnes qui font arrêter les violences autour d'eux et qui convainquent 500 autres personnes? Mais dans 2 ou 3 ans, il n'y a plus de violence en Suisse. C'est votre programme, n'est-ce pas? Ça serait quand même super. C'est ton programme, n'est-ce pas? 2-3 ans. C'est ce qu'on essaye de faire avec une association qui s'appelle Le Groupe F, qu'on est en train de lancer, et donc legroupe-f.fr. Et donc, voilà, on s'est dit, si on recrute en France 100 000 agentes et agents, un peu comme la CIA, mais nous, on est gentils, on tue pas les gens. Et donc, voilà, 100 000 agentes et agents qui font ça, en fait, qui se lèvent, qui posent la question, qui disent les 3 phrases et qui donnent le numéro de téléphone. Si on fait ça tous les jours dans notre entourage, mais en 2 ou 3 ans, il n'y a plus de violence et on peut passer à autre chose, quoi. J'aimerais signaler qu'il y a le groupe AVEC qui est ici avec nous, justement, qui a un stand quelque part au fond de la salle, qui vient soutenir les femmes qui ont été victimes de violences. Donc, si vous avez besoin de parler, de vous adresser à quelqu'un, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Mariah, what has the hashtag Maria, qu'est-ce que le hashtag MeToo a fait changer? On a vu ce qui s'est passé aux Golden Globes, par exemple. Les gens se sont exprimés ouvertement. Une fois encore, je crois qu'on est dans cette période où les gens parlent. Bon, c'est très complexe. Je voudrais quand même revenir sur autre chose qu'a dit Tia, le fait de croire les femmes. Tous ces gens autour qui n'ont rien fait. En fait, il y a des voix que l'on entend ou on pas et des groupes de femmes en particulier que l'on croit ou pas. Il y a une organisation chez moi qui fait parfois des pièces de théâtre ou des ateliers de théâtre. Si une femme, par exemple, est alcoolique et qu'elle se fait agresser dans la rue, on intervient. Mais souvent, on n'intervient pas parce que on peut considérer que d'une certaine manière, elle a mérité ça. Ou bien, si c'est une femme de couleur, là non plus, on a tendance à ne pas intervenir. Donc, nous avons tendance à donner une certaine valeur plus ou moins importante à certaines vies. Ça, il me semble que je dois le dire parce qu'on ne peut pas ignorer le fait qu'il y a sans doute des gens qui vous ont tourné le dos, qui n'ont pas regardé à cause de qui tu es et de qui Steve est. Et c'est très important. Et c'est bien sûr en lien avec le hashtag MeToo. Celle qui a lancé ce travail de MeToo il y a 10 ans de ça est une femme noire aussi. Il y a un groupe de femmes à Hollywood qui ont commencé à reprendre à leur compte la campagne MeToo et là d'un seul coup ça a pris un écho incroyable et ça dit pas mal de choses. D'abord ça veut dire que on a besoin que ça soit des célébrités qui parlent avant qu'on entende vraiment, ça c'est un problème mais ok c'est le monde d'aujourd'hui. Alors compte tenu de ça, il est important d'avoir des moyens de faire entendre des porte-paroles. Donc, le fait que des femmes d'Hollywood aient parlé, ça a créé ce mouvement de solidarité entre des militants, des femmes dans le domaine du cinéma et de la télé, etc. Et ce que l'on dit finalement, c'est que votre privilège, le fait que vous soyez dans un milieu privilégié, ne vous met pas à l'abri de la violence.
Ça veut dire que pour toutes les femmes aux quatre coins du monde, quoi que l'on fasse, ou que l'on travaille ou que l'on vive, on peut toujours être visé par des hommes, quelle que soit la forme que ça prend, violence conjugale, violence au travail, harcèlement, etc., etc. Et ça, c'est important, il me semble. Ça n'est pas du tout un mouvement nouveau. Ça fait des années que ça dure et que nous militons et nous continuons de le faire. Mais je crois qu'on est à un moment où il y a une solidarité assez unique et il faut en profiter pour oser ces discussions difficiles. Oui, je voudrais dire qu'avec votre film, il y a un site, un blog, et sur ce blog, vous donnez aussi des clés, des outils aux gens pour agir. Oui, tout à fait. Il y a le site web abettermanfilm.com. Nous avons en place des outils avec des kits de discussion. Par exemple, ce soir, quand vous allez partir, si vous avez besoin de réfléchir, d'en discuter avec d'autres personnes, vous pouvez aller sur le site web et trouver ce kit de discussion. Nous avons aussi des kits à l'intention des hommes qui peuvent regarder le film ensemble et en discuter après, décortiquer la chose. Nous avons un autre kit qui est intitulé « Commencer, ouvrir une discussion ». Par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui a recours à la violence. Et on a aussi tout un tas d'informations sur le moyen d'intervenir. Un mot avant qu'on passe la parole aux personnes qui sont dans la salle. Caroline de Haas, on vous décrit souvent comme une nouvelle féministe. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Quand même qu'on y vienne. Alors, vous savez, il y a 1 an ou 2, il y a une journaliste qui m'a appelée pour me faire parler dans un média d'un sujet d'actualité sur le féminisme. Et elle me demandait les coordonnées de féministes. Je dis, moi, je peux répondre. Et elle me dit, non, je voudrais quelqu'un de la nouvelle génération. Donc, vous voyez, on est toujours la nouvelle de quelqu'un et l'ancienne de quelqu'un. Bon. J'ai trouvé ça assez drôle, donc j'avais 35 ans, et c'était assez marrant. Moi, je crois pas trop au truc de nouvelles féministes. Je pense que quand vous lisez ce qu'entendaient Olympe de Gouges à l'époque, ce qu'entendaient les suffragettes, ce qu'entendait le mouvement de libération des femmes dans les années 70, ce qu'on entendait il y a 15 ans, ou il y a 5 ans, ou aujourd'hui, les choses changent. Hein. Je suis pas du tout complètement déprimée, en mode rien ne change, rien ne va. C'est évidemment pas du tout la même situation aujourd'hui. Mais les raisons de la bataille, les raisons du combat et les résistances qu'on rencontre sont globalement les mêmes. Même si on ne se bat pas aujourd'hui pour la même chose que du temps d'Olympe de Gouges ou des suffragettes, puisqu'on a conquis de nouveaux droits, au final, les arguments, les résistances et surtout ce qu'on porte comme projet de transformation radicale de la société, au final, ça n'a pas tant changé que ça. Et si on veut que ça change, si on veut que les féministes changent, il faut que la société change. Le jour où il y aura l'égalité dans la société, il n'y aura plus de féminisme, donc on passera à autre chose. Hein. Bon. Je pense que c'est pas pour tout de suite. Juste une personne, mon fils qui a 7 ans, comme je travaille dans l'égalité, me demandait maman, quand il y aura l'égalité, ça deviendra quoi ton métier? J'ai pas osé lui dire la vérité, que voilà, j'ai contourné pour pas lui dire qu'il y aurait pas tout de suite l'égalité. Voilà, je vais vous passer la parole. Levez la main pour qu'on puisse vous amener un micro pour que vous puissiez poser des questions, soit à Caroline de Haas, soit à Colline de Serzan, soit à Marai Larazi, soit à Tia Khan qui est assise à côté de moi. Voilà, je vois des mains qui se lèvent, juste là, dans la rangée du milieu. Bonsoir. J'aimerais faire une précision et puis ensuite poser une question à la réalisatrice. La précision, c'est que j'apprends peut-être à Madame de Haas que effectivement le chef de viol n'a pas été reconnu dans un premier temps sur cette sordide histoire de jeune enfant de 11 ans. Mais que ça a provoqué suffisamment de scandales pour que les poursuites soient reprises et puis que cette personne, ce jeune homme, va être effectivement poursuivi pour viol. Et puis ma question à la réalisatrice, c'était, j'aurais aimé savoir, on a vu que pour vous, vous avez pu, malgré ce qui vous était arrivé, refaire votre vie, avoir une famille, une stabilité. Et j'aurais aimé savoir ce qu'il en est advenu de Steve, s'il a connu d'autres
d'autres relations où il a abusé de femmes, si lui, il a aussi retrouvé une stabilité, puisque, si j'ai bien compris, il cherchait aussi à penser les blessures et ses blessures. Oui, en fait, il voulait vraiment trouver le moyen de guérir. Et ce processus l'a aidé aussi en ce sens. Nous nous étions mis d'accord avant de commencer le film. S'il participait, nous ne discuterions pas de sa vie privée, de sa vie familiale. Et j'étais d'accord là-dessus parce que ça aurait pu faire un film totalement différent. Et moi, je voulais vraiment me concentrer sur notre relation, sur lui et moi. Et je ne sais pas quelle est son histoire avec d'autres femmes, mais je ne voulais pas les impliquer parce que ce serait leur histoire. Et pour moi, je ne pensais pas que c'était mon rôle que de faire intervenir d'autres femmes qui l'auraient peut-être blessées. Vous savez, ça fait déjà 20 ans, il a une famille. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je l'ai vu la semaine dernière, par exemple. Il va bien. Il est un visage connu maintenant à Toronto, où nous habitons tous les deux. On a beaucoup parlé, écrit sur le film, donc il a fallu qu'il fasse face au fait que les gens sont au courant de ce qu'il m'a fait, par exemple dans son travail, là où il habite, parmi ses amis, sa famille. Donc ça a été très dur pour lui. Mais il en est arrivé à un stade où il est convaincu à 100% que c'était la bonne chose à faire. Il ne regrette absolument rien. Mais ça veut dire que c'est très rare parce qu'on ne voit jamais des gens comme ça s'exprimer en public et expliquer ce qu'ils ont fait. Dans un public, il peut y avoir beaucoup de réactions par rapport à Steve. Des gens sont très en colère, d'autres ne le croient pas du tout, certains le trouvent très courageux. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça en même temps. Et vous, quel est votre sentiment à son égard? Est-ce que vous lui avez pardonné ou est-ce que le pardon n'a rien à voir? Non, le pardon n'a rien à voir. Ce film, ça n'est pas une histoire de pardon. Ce film, c'est que la personne qui m'a fait mal prenne ses responsabilités, rende des comptes. Ça n'a rien à voir avec le pardon. Pour moi, le pardon dans ce genre de situation, ça ne me convient pas. Ça n'est pas approprié. Et puis, ça voudrait dire que moi, je devrais le faire. Peut-être que finalement, le pardon, ça serait plutôt à lui de se pardonner à lui-même de ce qu'il a fait. Moi, peut-être que j'aimerais bien qu'il le fasse pour lui, mais uniquement parce qu'il a fait le pas, qu'il a la volonté d'arrêter d'être violent et qu'il a pris ses responsabilités. Ce que je peux vous dire à propos de Steve, c'est qu'il suit une thérapie, pas avec Todd que vous avez vu dans le film, mais avec quelqu'un, et moi aussi d'ailleurs, je suis toujours en thérapie. Je suis suivie, ce qui n'avait été pas le cas auparavant, parce que parfois on n'est pas de très bons clients pour ce genre de choses, et j'ai l'intention de le revoir, en tout cas tant que le film tourne, peut-être tous les 6 mois, parce que pour moi c'est quand même bizarre, j'arrête pas de parler de lui puisque je suis le parcours du film, et donc il faut que je sache comment il va. Et puis j'ai encore des questions aussi à lui poser, des questions que je n'ai pas pu poser pendant la fabrication du film qui a duré 3 ans. 3 ans de tournage, et c'est quelque chose que je regrette d'ailleurs dans le film parce qu'on n'a pas d'idée de la chronologie et du temps qui s'est écoulé. Ça a duré 2 ans et demi, 3 ans. Là, c'est vraiment le début d'un processus. Je ne suis plus avec Steve, bien sûr. C'est très différent. J'ai arrêté la chose là parce que pour moi, ça suffisait. J'avais obtenu beaucoup plus que je n'attendais. Je ne pensais jamais guérir par ce processus. C'est ça qui m'a surpris d'ailleurs. Moi, je voulais m'asseoir, être face à lui, je lui posais des questions. Je pensais que ça pouvait servir peut-être sous l'angle pédagogique, mais moi, ce processus, voir que ça commençait à me permettre de guérir, c'est incroyable. C'était pas rien.
Et pendant des décennies, j'ai souffert de cauchemars terrifiants avec Steve, mais avec quelqu'un d'autre qui m'attaquait, qui me courait après, qui me poursuivait. Mais déjà la deuxième fois, quand on s'est retrouvés, qu'on a rediscuté, eh bien, les cauchemars, c'était fini. Mes attaques de panique aussi ont beaucoup réduit, parce qu'autrefois, dans ce genre d'environnement, j'aurais été saisie de panique. Ça n'est plus le cas, enfin, ça m'arrive très rarement. J'ai des problèmes d'insomnie chronique, mais quand même, maintenant, quand je dors, mon sommeil est beaucoup plus paisible et profond. Quand quelqu'un me frappe à la porte, j'avais instinctivement une réaction de peur. Et je vous jure, c'est terrible. J'étais toujours méfiante, en train de surveiller quand j'entrais quelque part, où étaient les sorties possibles, parce que je croyais que toujours le pire pouvait m'arriver. J'étais conditionnée. Toutes ces choses-là, elles sont soit disparues, soit se sont atténuées. Et je suis la première épatée. Jamais je n'aurais pensé guérir parce que je parle à la personne qui m'a blessée. Ça continue à m'étonner. Et je veux en parler parce que, bien sûr, ça n'est pas valable pour tout le monde, mais ça peut marcher pour des gens. Et s'il y en a d'autres qui veulent le faire, depuis que le film est sorti, il y a des gens qui m'ont contacté en privé, qui m'ont contacté par mail et qui ont fait ce chemin, ce même chemin, qui ont rencontré leur agresseur. Peut-être pas de manière aussi officielle, mais ils les ont rencontrés sans pour autant le dire à tout le monde parce qu'ils ont peur aussi du jugement des autres qui vont leur dire « mais tu prends des risques ». Ça n'est pas vrai. Ça peut marcher, ça peut être utile. Quand vous avez tout le temps peur qu'il vous poursuive, pourquoi au contraire ne pas prendre le devant et s'asseoir avec cette personne si ça peut vous permettre de vous sentir en sécurité de nouveau. C'est ça qui s'est passé pour moi et c'est pour ça que je veux que le message soit transmis. Il faut commencer à parler aux gens et leur dire, mais parlez aux gens qui ont souffert et demandez-leur qu'est-ce qui leur ferait du bien. C'est ça la question fondamentale. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui aimeraient intervenir? Un micro là devant et ensuite là. Alors c'est aussi une question pour vous, Atia. Dans le film, à un moment donné, vous avez dit en fait que c'était la première fois que vous étiez amoureuse et que vous n'aviez pas remis en cause la façon dont se déroulait votre histoire d'amour, parce que vous vous êtes dit peut-être c'est comme ça que ça se passe, une histoire d'amour. Et du coup, je me suis demandé, vous n'aviez pas d'autres références d'histoire d'amour, par exemple, entre vos parents ou... Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir une autre référence? C'est vrai que chez moi, lorsque j'étais enfant, je n'ai pas assisté à des démonstrations de violence, des manifestations de violence comme ça, mais j'ai vécu dans une famille où on ne parlait pas de relations, qu'elles soient saines ou malsaines, on ne parlait pas. Et vous savez, j'avais 16 ans et on a décidé de vivre ensemble pratiquement tout de suite et la violence a démarré aussi instantanément. Et on me demande, pourquoi vous n'êtes pas rentré chez vous, chez vos parents? Et je n'avais pas le choix et je ne sentais pas qu'on me donnerait le soutien ou l'aide dont j'avais besoin. C'est triste, en effet. Et c'est vrai qu'il nous faut parler à nos enfants et les enfants doivent savoir à quoi peut ressembler une relation saine et aussi une relation malsaine. C'est très important. Alors, mon fils a 11 ans et il sait ce que c'est la violence conjugale, mais au fur et à mesure qu'il va grandir, je vais lui fournir d'autres informations à quoi ça doit ressembler et comment il peut éventuellement venir en aide à ses amis, garçons, filles. Et c'est difficile d'en parler. Et moi, je peux en parler pratiquement à n'importe qui, mais quand il s'agit de mon fils, je n'y arrive pas. C'est la raison pour laquelle il faut en parler dans les
les écoles. Et quelque chose qui me passionne, et je suis très enthousiaste, c'est que le film va être utilisé dans la province d'Ontario. Maintenant, on est en train de tester avec 8 pédagogues et des éducateurs sociaux dans les écoles. Et il y a un guide qui va avec. Ils sont en train de tester et il y a des étudiants qui sont en train de le voir et on va faire une modification en se basant justement sur le feedback, le retour d'information des étudiants et ce sera un outil que les professeurs pourront utiliser pour justement apprendre aux adolescents à quoi ressemble une relation saine et malsaine. Et ces conversations, elles sont nécessaires entre nous et nos enfants à déjà un très jeune âge. Oh, I just agree. Okay. I just completely agree. Je suis d'accord à 100%. Et en fait, alors, ça s'appelle la prévention primaire. Quand on parle de politique, c'est des choses qui vont changer les normes sociales et la culture de façon plus générale. Et si on ne fait pas ce genre de travail dans les écoles et dans la société tout entière, si on ne change pas la façon de faire passer les messages, si on ne gère pas tout cela, eh bien, ce que l'on fait, c'est que nos enfants, ils seront éduqués selon des formats qui vont renforcer la masculinité. Et on apprend aux garçons la masculinité toxique et que les femmes sont là pour être des victimes. Ça, il faut changer et c'est à nous d'être responsables. Et moi, et peut-être que ça prendra un peu plus longtemps que 2 ou 3 ans, mais je veux savoir. Alors moi, j'ai un petit-fils et je veux être sûr qu'il va évoluer dans un monde qui prend ce problème à bras-le-corps plutôt que de toujours avoir à intervenir pour aider les victimes. Donc il faut arrêter d'avoir toujours finalement à réparer les blessures et avec les Nations Unies. On va aller beaucoup plus loin avec les structures, je l'espère, et l'équipe des femmes des Nations Unies qui se sont vraiment engagées. Mais les Nations Unies, c'est un organe très vaste et j'ai assisté à un événement la semaine dernière et c'est vrai qu'il faut remettre un peu d'ordre au sein des Nations Unies. Et c'est vrai qu'on entend des histoires de gardiens de la paix qui sont violents envers les femmes. On entend des histoires de harcèlement qui ont lieu à l'intérieur du système des Nations Unies. Alors, les Nations Unies, même c'est qu'il y a des ambitions très larges, mais ce n'est pas un endroit de toute sécurité pour les femmes. Et il faut nous assurer que cet espace aussi prenne en compte les actes de violence perpétrés envers les femmes. Alors, je sais que la prévention fait partie de tout ce programme et je les soutiens à 100% pour qu'il y ait ces travaux de prévention. Et il y a des femmes aux Nations Unies qui font un travail extraordinaire autour de ce sujet. Raconter une petite histoire qui m'est arrivée personnellement. J'ai aussi un fils qui a 6 ans et demi et quand il avait 4 ans à peu près, il a voulu acheter la même paire de chaussures que moi, une paire de baskets qui était rose, d'un espèce d'orange très rose. Et il est allé à l'école avec et il est revenu très triste en me disant que les enfants s'étaient moqués de lui parce qu'il avait des chaussures roses. Alors j'ai été voir la maîtresse d'école qui m'a dit « Ah oui, effectivement, quand j'ai vu les chaussures, je me suis dit j'espère que ça va aller. » En gros, c'était les chaussures le problème. Et puis j'ai été voir le directeur également et j'ai proposé toute une liste de solutions. Comme je travaille dans l'égalité, j'avais quand même un certain nombre de ressources. Je m'étais fait conseiller par plusieurs personnes ressources à Genève. Je l'avais mis en lien avec plein de trucs et il m'a fait une réponse complètement insatisfaisante, m'envoyant vers les seuls qui s'occupaient pas de ça et en me disant que s'il y avait un problème, mon fils pourrait toujours aller voir l'infirmière scolaire. En fait, moi, ce que je lui demandais, c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. La réponse a été manifestement pas grand-chose et c'est moi qui suis allée louer un livre à la bibliothèque parce que je connais les ressources de cette bibliothèque avec des livres sur l'égalité, avec un livre genre Le petit garçon qui aime le rose. Ils ont lu ça en classe et le problème c'est à peu près arrêté là. Mais pour dire qu'il a fallu que ce soit moi qui ai les ressources de le faire et que voilà, j'en parle aujourd'hui parce que c'est Genève, c'est 2016, c'est ici et notre système scolaire n'est clairement pas prêt à faire face. Alors là, on parle de masculinité, les chaussures roses, ça rentre complètement là-dedans, de la manière dont on enlève nos enfants, de la manière dont on les stigmatise, de la manière dont on les protège contre cette stigmatisation. Et donc voilà, je pense qu'il faut à Genève en particulier, quand on parle de commencer à travailler avec les enfants tôt, ça ne veut pas dire qu'on va faire
un atelier quand ils ont 16 ans sur l'ordre divin, comme ça se fait. C'est déjà vachement bien, hein, mais ça suffit pas. Il faut qu'on mette en place des choses en tout cas qu'il y ait des ressources à disposition des enseignants dès le plus jeune âge pour parler de ces questions-là. C'est absolument fondamental. Can I also just say, Absolument. so we need available Nous resources avons for the besoin teachers, but de mettre à we also disposition need teachers that are being held des to professeurs, account des around their instituteurs, des behaviours. Like ressources, mais il faut aussi que les sometimes young women professeurs talk about soient the tenus harm pour that they responsables experience alors, within the school et parlent system. souvent And, des you know, problèmes that qu'ils ont à teachers l'intérieur aren't du always système safe scolaire. people. Et And so there's also les something professeurs ou about les making sure instituteurs that ne sont teachers pas are trained, toujours but that the des gens education bien. system Mais is robust enough il faut so que le that we système have safe environments. We basically d'éducation soit need assez to robuste have pour avoir un schools environnement accountable, sécurisé. Il faut or places que of worship les écoles accountable, you know, doivent or répondre Parliament et accountable. We le need Parlement doit aussi transformation at every être possible responsable. Il level. faut finalement transformer tous les différents Autre niveaux. question. Qui c'est qui a le micro là? Il y a plusieurs personnes. Il y a quelqu'un là à droite de la salle qui lève la main depuis un bon bout de temps. Voilà. Et puis ensuite ici. Il n'y a qu'un micro qui circule. C'était quelque chose que je voulais relever. Enfin, tout d'abord, merci pour ce forum et ce film. Comme on le sait, dans cette salle, il y a au moins la moitié des femmes qui ont subi des violences d'une sorte ou d'une autre. Et je souhaite à chacune d'elles d'avoir le courage et la force d'en parler, et à tous les autres d'avoir le courage de poser la question, si vous connaissez quelqu'un. Et n'oublions pas qu'aussi parmi les agresseurs, il y a des femmes. Et il y a des femmes qui sont des mères, qui sont des sœurs, qui sont des filles. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent et qu'il me semble vraiment très important de relever aussi. Merci. À relever également que les violences peuvent être physiques, verbales ou racistes, comprises dans toutes ces violences qu'on essaie d'évoquer maintenant. Donc il y a plusieurs mains qui se lèvent. Alors, il y a là au milieu de la salle, il y a des gens qui essayent d'avoir un micro depuis un moment. Et puis ensuite ici. Voilà, vous êtes plusieurs, donc passez-vous le micro après. Ok. First of all, Tout d'abord, oui. Je suis ici. Alors j'aimerais vous remercier. Et vous avez un courage incroyable de faire ce que vous avez fait. Et c'est fantastique ce que vous avez fait. Et c'est un exemple pour nous toutes. C'est pas forcément une femme qui a subi des violences sexuelles. Et je pense que ce que vous avez fait est extraordinaire. Et je vous admire d'avoir cette énergie positive qui ressort après ces événements aussi traumatique. Et j'aimerais soulever certains sujets qui m'ont marqué dans le film. Et le fait donc, vos professeurs ne vous ont pas aidé, je trouve que c'est un scandale. Et le fait que et vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas vous exprimer et que vous avez dû vous battre pour être reconnu comme victime. Et ça montre l'énorme écart qu'il y a entre les hommes et les femmes au sein de notre société et les inégalités auxquelles nous sommes confrontés, nous, les femmes. Et peu importe que nous soyons victimes de viol ou de harcèlement sexuel. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est le fait que nous, les femmes, nous devons toujours nous battre pour être entendus, reconnaître et avoir le droit de dire non. Et souvent, on nous pose la même question 10 fois. Mais vous ne voulez pas avoir quelque chose? Est-ce que vous ne voulez pas coucher avec moi? Et vous devez vous y reprendre à 10 fois, parce que quand on le dit une fois, ça ne suffit pas. Et je pense que ça, c'est quelque chose à retirer de ce film. Oui, c'est à un autre niveau, bien sûr, mais je pense que ça a un impact sur nous toutes, les femmes. Et il faut que les hommes reconnaissent que il faut toujours nous battre et répéter les choses, et que finalement, quand on dit non, c'est non, et la première fois qu'on le dit, il faudrait qu'ils le comprennent. Alors, merci d'avoir réalisé ce film absolument extraordinaire, et merci de l'engagement que vous avez pour la lutte pour les droits des femmes. Merci pour ce que vous venez de dire. Et c'est vrai, nous sommes les survivants, les victimes, nous sommes celles qui travaillent sur le terrain lorsqu'on fait tout le possible pour éviter la violence. Et on
nous pose des questions, nous demande pourquoi on est resté, pourquoi est-ce que vous vous rappelez pas de ce qui s'est passé quand vous avez été violé, alors vous vous rappelez plus de la couleur de l'édredon ou de la couette lorsqu'on vous a violé. Et c'est vrai et c'est une autre raison pour laquelle je me dis qu'il est temps qu'on écoute la parole de ceux qui utilisent la violence. Et je ne suis pas coupable et je ne pense pas que les gens le croient encore. Et c'est vrai qu'on jette la faute sur la victime et c'est vraiment très choquant. Et surtout quand je sais d'où ça vient. Et c'est vraiment totalement ancré dans notre société qu'il ne faut pas croire les femmes. Ça, il faut qu'il y ait un changement. Nous avons besoin que plus d'hommes s'expriment. Et aujourd'hui, je suis vraiment tellement heureuse de voir autant d'hommes dans cette salle. Et c'est vrai que par le passé, il y a eu beaucoup plus de femmes dans les salles et aussi dans les médias sociaux. Ce sont les femmes qui s'expriment. Et dans le film, on parle de justement assumer la responsabilité. Bon, la route est encore longue, mais beaucoup d'hommes sont venus me voir et qui sont donc très nerveux et ils ne savent pas très bien comment s'y prendre. Et c'est très intéressant. Et je dis, bon, allez-y, donc sautez-y à pieds joints et mettez-vous en groupe. Et allez, il y a des tas de choses qui ont été écrites sur le sujet depuis des décennies, je dirais des siècles même. Donc, allez, mettez-vous au travail et apportez-nous votre soutien et évitez ces actes de violence. Peut-être rajouter quelque chose à ça par rapport aux hommes qui sont dans la salle. J'ai tendance à dire je suis une femme, mais à part ça, je suis blanche, je suis issue d'un milieu privilégié, je suis hétérosexuelle, j'ai tout un tas de privilèges qui font que de la même manière que tu dis les hommes doivent speak out pour des personnes moins privilégiées, je pense que on doit tous le faire et on doit pas. Moi, je me considère aussi par rapport à la responsabilité. On a aussi une responsabilité en tant que privilégié de se bouger, de parler, de dénoncer, de supporter, d'être aux côtés des personnes qui se battent. Et je pense, pour dire que c'est pas il n'y a pas que les hommes et les femmes. Les femmes aussi ont des responsabilités et les femmes blanches en particulier vis-à-vis des femmes qui ne sont pas blanches et qui subissent d'autres formes d'oppression que nous ne subissons pas. On doit écouter et on peut faire ça aussi. Il n'y a pas que les hommes qui doivent le faire. Si je peux me permettre une remarque, alors c'était en anglais, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais j'ai eu le sentiment que vous disiez il n'y a pas forcément besoin d'avoir été victime de harcèlement ou de violence pour se coltiner le fait d'être une femme au quotidien. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'exemple que vous avez pris, de dire on est obligé de dire 10 fois non quand on nous propose d'avoir une relation sexuelle, en France, ça s'appelle du harcèlement sexuel. Et donc c'est intéressant parce que vous dites qu'il n'y a pas besoin d'avoir été victime pour avoir vécu ça. Et l'exemple que vous prenez, c'est en fait une violence sexuelle. En France, c'est puni de 2 ans de prison. Et donc ça, je trouve ça intéressant parce que j'ai le sentiment qu'on a tendance parfois à minimiser nous-mêmes, à ne pas mettre les mots sur les choses. En France, quelqu'un qui vous tient à propos à connotation sexuelle et qui le refait alors que vous n'avez pas dit « Wouh, super, allons-y !» Bon, et ben en fait, ça s'appelle du harcèlement sexuel. Parce qu'en fait, du premier coup, en un quart de seconde, quand vous faites une proposition sexuelle à quelqu'un et que la personne n'a pas envie de coucher avec vous, vous vous en rendez compte tout de suite. Vous voyez tout de suite s'il n'y a pas moyen. En fait, nous on appelle ça un vent, un râteau, je ne sais pas comment vous dites à Genève. Pareil, un vent, un râteau, c'est pas très agréable. Hein. Mais on s'en rend compte tout de suite quand il n'y a pas moyen. Et c'est pour ça que le harcèlement sexuel, ça commence à la 2e fois, parce qu'on peut se tromper. D'accord ? Je peux essayer de draguer ma voisine, puis me rendre compte qu'il n'y a pas moyen. Si demain on refait un panel et que je reviens à la charge, j'ai très bien compris qu'il n'y avait pas moyen. Et en fait, mon objectif, c'est de la mettre mal à l'aise. Et donc, ça s'appelle du harcèlement sexuel. Et puis après, il y a un deuxième élément que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est que, et ça, on a du mal, je trouve, encore à l'exprimer, c'est ce qu'on appelle le continuum des violences. Moi, je suis persuadée que s'il n'y avait plus de remarques sexistes dans notre pays, il n'y aurait pas d'injures sexistes. S'il n'y avait pas d'injures sexistes, il n'y aurait pas de harcèlement sexuel. S'il n'y avait plus de harcèlement sexuel dans notre pays, il n'y aurait pas d'agression sexuelle. Et s'il n'y avait plus d'agression sexuelle dans notre pays, il n'y aurait pas de viol. Donc en fait, si on arrête les remarques sexistes, tac, 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 on fait tout tomber. Et donc, si petit à petit, voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'un viol égale une remarque sexiste, ça n'a rien à voir, évidemment. Mais il y a une forme de continuum entre tout ça.
Et tout ça, c'est de la violence sexiste et sexuelle. Il y avait une autre question là dans la salle et puis ensuite là-bas. Là, c'était monsieur. Oui, merci. Je vais interroger Colline et Caroline sur le sujet de l'amélioration de la justice et de l'amélioration peut-être de la vie publique. Parce que vous avez très bien dit, Caroline a dit qu'il fallait dire « je te crois ». Et qu'il fallait dire tu n'es pas coupable quand une femme qui est victime de violences sexuelles et qu'on le sait. Mais en général, aujourd'hui, dans notre société, on dit prouve-le, on dit attention, il y a prescription, on dit toutes sortes de choses, tu n'y arriveras pas, c'est inutile. Et ce que je voudrais savoir, c'est comment, par rapport à la responsabilité politique, il y a plusieurs cas en France aujourd'hui, c'est comment vous vous situez, par exemple, s'il y a prescription, que fait-on dans ce cas-là? Est-ce qu'on doit dire « ah bon, amen, il n'y a plus à en parler » ou bien est-ce que vous êtes d'un autre avis? L'autre question, c'est est-ce que les ministres doivent démissionner lorsque, ma foi, il y a des bruits qui courent, disons? Et la troisième question, c'est qu'est-ce que vous pensez? Je crois que je l'ai oublié, alors je vous la passe. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Je voudrais juste réagir sur une expression que vous avez employée, qui est l'expression « bruit qui court ». Parce que pour moi, cette expression-là, comme l'expression « la rumeur », en fait, c'est un des plus gros problèmes auxquels on doit faire face. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer les témoignages des femmes comme des informations à traiter, on les considère comme des rumeurs et des bruits qui courent. Dans la quasi-totalité des cas, une femme qui raconte une violence qu'elle a subie, c'est une violence qui est réelle, qui a existé. Moi, j'appelle ça un témoignage. Et ce que je dis souvent aux personnes qui me disent « Ah, attention aux rumeurs, attention au risque de délation, attention... » Ça ne marche pas la traduction? Non, okay. Attention au risque de délation. Je dis « Mais vous feriez quoi ?» Parce que moi, c'est tous les jours en ce moment. Tous les jours, j'ai des témoignages de femmes victimes de violences, parfois de responsables politiques, parfois de ministres, parfois de chefs d'entreprise, parfois de hauts fonctionnaires, de gens très connus, de gens qui présentent des journaux télévisés, de gens... Et vous feriez quoi, vous? Vous prendriez ça comme vous le faites depuis 150 000 ans, c'est-à-dire prendre ça pour une rumeur, un truc infondé, et puis on passe à autre chose? À quel moment on va arrêter de considérer les témoignages de femmes victimes de violences comme des rumeurs ou des bruits de couloir, et on va commencer à les prendre au sérieux? Moi, je pense que ça doit faire partie des éléments qui vont nous permettre de transformer la société, prendre ces choses au sérieux. Et après, par rapport au ministre, moi, ce qui m'interpelle, c'est simplement le traitement différencié entre les membres du gouvernement. Si on considère que c'est juste au moment de la mise en examen, pour quelque affaire que ce soit, qu'un ministre doit démissionner, très bien, mais on applique la règle à tout le monde. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des ministres qui ont dû démissionner avant la mise en examen, parce qu'on a considéré qu'être mis en cause, pas mis en examen, mis en cause pour des affaires immobilières ou des affaires d'emploi fictif, c'était suffisamment grave pour ne plus pouvoir être ministre. Et on a considéré qu'être mis en cause pour des viols ou pour du harcèlement sexuel ou pour des agressions sexuelles n'était pas suffisamment grave pour ne plus être ministre. Et là, j'interroge, c'est-à-dire pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une affaire immobilière, pourquoi est-ce que les emplois fictifs, c'est plus grave qu'une agression sexuelle sur des femmes? Tu veux répondre sur la prescription? Parce que moi, je suis pas d'accord avec les mouvements féministes là-dessus, donc je passe à ton tour. Alors, j'avoue que je réfléchis pas beaucoup. Moi, de toute façon, moi, je suis assez persuadée que la justice c'est le bras armé du patriarcat. Voilà, je le dis comme ça, de manière un peu argument féministe, ça me dérange pas, je l'assume. Mais une des raisons pour laquelle je suis pas convaincue par la justice, c'est parce que la justice a pour but d'établir la culpabilité de l'agresseur. Or, ce que nous, on veut en tant que féministes, en premier lieu, c'est la reconnaissance du statut de victime. Et donc, en fait, il y a des personnes qui vont en procès, par exemple, avec des personnes, des cas qui sont suffisamment complexes pour qu'on décide de finalement acquitter le coupable, malgré le fait qu'il y a des preuves qui montrent que quand même il s'est passé quelque chose, que le consentement n'était pas clair, etc. Et à aucun moment on dit aucun moment on dit à la victime, on n'est pas complètement en capacité de prouver la culpabilité de l'agresseur, donc on la quitte, mais toi, tu as à l'évidence
subit une violence sexuelle. Ça, c'est pas le boulot de la justice. Et c'est pour ça que, pour moi, la justice, finalement, elle est pas très utile. Alors, si vous me demandez personnellement, je suis pour qui est l'imprescriptibilité des violences sexuelles. Voilà, ça c'est dit. Mais je considère pour l'instant que c'est pas à travers ce processus-là. En tout cas, quand on parle de résilience, vraiment, je pense pas que le processus juridique soit un processus qui va aider grand-chose. Et surtout, je suis très en colère contre le fait que ces derniers temps, on ait dit oui, mais enfin, s'il y a des harcèlements, s'il y a des cas de harcèlement, MeToo, etc., elles ont qu'à aller vers la justice, alors que la justice dysfonctionne de cette manière-là. En fait, finalement, c'est toujours une façon de nous renvoyer vers une solution foireuse pour qu'on la coince, quoi. Et ça, c'est une réalité. Caroline Dehaas le disait très bien. En fait, en disant mais il va y avoir des délations, on se préoccupe plus des potentielles délations qu'il y aurait que des cas avérés de violences sexuelles qui sévissent depuis des centaines de milliers d'années. Et du coup, ça veut dire qu'en gros, on fait plus attention aux potentielles victimes de délations masculines qu'à la femme sur 2 qui se fait agresser sexuellement. Une question ici, voilà. Devant, premier rang, sur la droite. Adia, thank you so much for your film. I lived in Toronto for many years. Merci Atia beaucoup pour ce film. J'ai moi-même vécu à Toronto pendant des années, donc je suis ravie de vous voir à Genève. J'ai été très intéressée d'entendre ce que vous dites à propos du film qui va passer dans des écoles. Ça offre plein de perspectives. J'imagine ça auprès d'adolescents, par exemple, ou des gens, enfin, des enfants qui doivent eux-mêmes être confrontés à des problèmes de genre et de race dans leur école et qui sont totalement invisibles. Mais je voulais revenir au film. Il y a une scène à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. C'est la scène où vous retournez à l'appartement à Sterling et vous dites que vous voulez bien y aller à condition de vous sentir en sécurité. Et c'est là que vous commencez à vous sentir mal, vous avez envie de vomir, une réaction physique. Pour moi, c'est très parlant, justement. Ça montre bien l'insécurité que vous ressentez à ce moment-là, au contraire. C'est-à-dire que potentiellement, ça peut être une répétition du trauma. C'est presque dangereux. Même si là, vous aviez défini des conditions très claires pour ce retour sur les lieux. Mais ça m'interpelle un peu. On a parlé du film, on dit que c'est un processus de guérison, mais à cause du sexisme, de ces luttes de pouvoir, même dans ce parcours de guérison, il y a des risques potentiels de nouvelles blessures, de nouvelles souffrances. Et donc, j'ai un peu peine à comprendre. Je peux imaginer que... Yes, no, definitely not. No. Voilà, vous l'avez dit, ce n'est pas un parcours qui peut être valable pour tout le monde. Oui, quand ce genre de film est présenté à des étudiants ou des collégiens, on ne leur donne pas le film sans explication. Il y a tout un parcours, ça dure à peu près une semaine au total de travail là-dessus. Il y a 3 jours de préparation avant qu'ils ne voient le film et puis ensuite les 2 jours suivants, on décortique. C'est vrai, j'ai presque vomi devant l'appartement. C'était une réaction violente, immédiate, très rapide. Ce n'est pas que je ne me sentais pas en sécurité à ce moment-là, c'était qu'une émotion m'a envahi. C'était plus fort que tout ce que j'avais pu ressentir. Par exemple, quand vous regardez un dessin animé, des fois le personnage explose. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est la seule façon dont je peux le décrire. En plus, il y avait toute l'équipe de tournage. J'étais déjà revenue à ces différents endroits toute seule et j'avais eu des réactions similaires.
lot of it had to do of just going back to Là, those donc, places. il y avait le fait de However, revenir I sur les really lieux. wanted to go with Steve. Mais je voulais And I vraiment le wanted to go faire with avec Steve because Steve I was in a place parce of power que and là, healing, j'étais en and position de I pouvoir. J'étais dans wanted un to- cheminement de and guérison. this is in the film a little bit, but I really I On le voit un knew petit that peu there'd dans be le film, power mais in je replacing savais the que ça memories of serait violence with him being fort de beside me remplacer and ces souvenirs de me being violence safe. And I par did une feel scène où safe. il And était à mes you can get côtés, je triggered n'avais by pas peur anything, de as we lui. know, right? So like On a it's like, and it's so des choses different qui for so many déclenchent people. des émotions. And in that case, I actually did Et feel là, en totally in control. It was l'occurrence, just- c'est vrai que j'avais it's almost l'impression like de contrôler my- la situation. C'était moi qui maîtrisais la chose. Intellectuellement, j'étais en position de force, mais j'ai eu encore cette réaction de mon corps. Pour moi, c'est ça qui s'est passé. Et même au moment où ça s'est passé, peut-être ça vous semble difficile à comprendre, ça n'était pas traumatisant, c'était plutôt une libération. But definitely, I see what you're. Mais je comprends votre hésitation, je comprends ce que vous voulez dire. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit aussi clair dans le film que possible, que les gens comprennent que c'était mon parcours à moi, que c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi de l'inviter, lui, et que d'autres n'ont pas à faire ce choix-là. J'espère avoir été claire, mais c'est vrai que quand on travaille avec des adolescents, par exemple, on fait vraiment passer ce message de manière très claire et c'est tout un travail qu'on fait. Quelqu'un à droite, tout au fond. Je ne sais pas où est le micro. Là. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette soirée, c'est très intéressant. Bravo pour votre courage. J'aimerais juste rebondir justement sur la jeune fille qui dit on se fait harceler. Alors en Suisse, effectivement, c'est encore pas pris pour du harcèlement. Pour moi, c'est aussi du harcèlement, et je trouve que oui, qu'est-ce qui est fait? Enfin, il faut plus pousser dans les écoles déjà pour passer le message et pour faire prendre conscience aussi aux garçons, aux hommes, que c'est effectivement quelque chose qui n'est pas normal. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi au niveau des jeunes, c'est de dire oui, mais nous on n'est pas d'accord et tu te rends pas compte, tu me harcèles quand tu fais ça, au lieu de dire bon ben c'est pas grave, il va arrêter. Donc il y a ce point-là. Et sinon, je voulais voir, j'ai trouvé très beau dans le film, j'ai vu beaucoup d'empathie, j'ai ressenti beaucoup d'empathie dans l'échange entre vous deux, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses par rapport à l'école, voilà, parce que vous commencez à comprendre son fonctionnement, et lui, il essaye de comprendre, et il vit, enfin, je l'ai ressenti comme ça, il vit aussi votre souffrance. Voilà. Et ça, c'est... je pense à l'école, qu'est-ce qui se fait aussi et qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cette empathie que j'ai cru percevoir en tout cas. Et dans les écoles, à mon avis, il manque effectivement déjà très très petit. Les enfants, ils sont empathiques peut-être au début et après, ça se perd complètement, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'empathie. Si l'autre, qu'on se comprend l'autre, il y a moyen de soit se soigner, soit de justement avoir un autre comportement et avoir une conscience par rapport à l'environnement. Voilà. Yes, yeah. Yes, and Oui. I mean that was something that I really C'est vrai wanted to portray in the film. je I voulais wanted montrer it to ça be a très very clairement dans le respectful conversation. film. Je voulais que ça soit une And, empreinte de some respect, people have une told, discussion me that they empreinte think de respect. that Certaines personnes m'ont I'm dit too respectful qu'elles and me that I trouvaient should be a trop little more respectueuse, harsh. And I actually qu'elles firmly auraient préféré que je disagree sois with that. I plus think dure. what I Et wanted je ne suis pas to du tout d'accord avec show ça. and Moi, what ce I que je wanted voulais to montrer, experience with ce Steve que je voulais is a aussi way of vivre avec communicating that Steve, we had never c'est une communicated in the communication, past. une forme de I communication wanted que to nous treat him n'avions with respect. jamais I wanted connue. him to respect me for Je the first voulais time. qu'il me You know, respecte, je voulais le respecter, et ça pour la première fois. I didn't want to go down Je ne to voulais a pas level, m'abaisser and treat him in a à disrespectful le traiter way, de because I manière didn't non want to resort to what he respectueuse had parce done que to je ne me. voulais pas lui faire ce qu'il And I m'avait do fait. think the more honest Et we were, the je more crois que vulnerable. plus we nous were étions both honnêtes, incredibly vulnerable. And when plus you nous become nous montrions vulnerable, vulnérables that's de when plus en plus. you find the C'est quand on truths. est vulnérable That's qu'on when the truths of your ouvre la stories porte à la come vérité, out. qu'on creuse And I vraiment think la something vérité, in terms of que la masculinity vérité and sort. toxic masculinity and what Toutes goes ces along with that questions is de this whole idea masculinité, of asking for help. justement, il y a cette idée When d'arriver I have à so demander many, de l'aide.
women friends J'ai who beaucoup go to d'amis therapy, femmes qui and I have so font many une thérapie. friends that are men that J'ai don't, and it's this beaucoup whole d'hommes, idea of amis, asking qui for ne font help, pas and de that's seen thérapie. Et as c'est cette vulnerable. idée-là And I que think we really demander need de to l'aide, c'est change montrer that une view on vulnérabilité. Et ça, therapy. je crois qu'il faut changer cette And that's vision-là, also changer gonna cette take a vision-là long de la time. thérapie. Et je So pense que ça va I think prendre that what we can do pas to mal de support temps. other people Et again une des is choses talk encore about qu'on peut faire therapy pour aider les gens autour openly de and nous, how c'est it's parler affecting us. ouvertement For some of us, d'une it thérapie doesn't help everyone, but for many et of du us fait it que ça peut does. nous aider. Et ça n'aide pas tout le monde, I je suis think that's d'accord, mais something ça that we peut need to marcher. raise more Et ça, awareness. je crois qu'il faut que les gens en prennent conscience. Il faut qu'on en parle. Oui, je voulais dire plusieurs choses. Pour chaque femme trouve sa propre solution. Peut-être que certaines femmes auraient pu avoir besoin de faire part de leur colère, de crier, de le manifester. Et ça peut être aussi une possibilité. Vous avez parlé du besoin de faire preuve de respect, mais certaines femmes ne vont pas pouvoir le faire. Elles ne pourront pas envisager de montrer du respect à quelqu'un qui leur a fait du mal. Et je crois que quand on entend des femmes réagir de cette façon-là, il est important de leur laisser la porte ouverte, de ne pas les réduire au silence. Parce que les femmes, elles trouvent le moyen de résister et de guérir, mais des moyens peuvent être très différents. Donc c'est votre choix. Je vous soutiens dans ce choix. Si pour une autre femme, elle a besoin de crier, eh bien je dois la soutenir dans ce besoin-là. Parce que tout ce qui compte, c'est son autonomie, sa résistance et sa propre guérison. Il faut rester ouvert. C'est une histoire. Il n'y a pas de solution unique. C'est un cheminement individuel, même s'il y a des points communs. Il y a des questions de contrôle, d'inégalité, de masculinité, mais chaque expérience est unique. Elle est propre à chacun. Pour revenir au harcèlement, je voulais revenir sur ce que vous avez dit, vous. Oui, tout à fait. Aujourd'hui encore, on continue à dire que finalement c'est à la femme de dire non. Pour moi, il faut revoir les choses. Il y a toujours cette idée. D'abord, c'est un modèle très hétéronormé. Il faut bien le garder à l'esprit. Et on a toujours l'image de l'homme qui poursuit et de la femme qui répond et qui doit dire non. Mais essayons de voir les choses de manière différente. Ça n'est pas toi qui mets sous pression et moi qui dois dire non. Et pourquoi ne pas voir la chose sous la forme d'une négociation? Nous, en général, on est très polis. Et quand on répond à quelqu'un que non, dire non pour de vrai, de manière très sérieuse, ça ne fait pas partie de la communication habituelle. Donc, ça met la femme sous pression. Plutôt, je crois qu'on devrait plutôt renverser les choses, plutôt commencer à apprendre aux gens on ne viole pas, on n'exerce pas de violence, il faut qu'on discute. Ça serait plutôt à la femme de dire, OK, de te dire elle si elle est intéressée. Je crois qu'il faut renverser les choses, revoir les choses de manière totalement différente. Est-ce qu'on ne peut pas avoir plutôt des hommes qui agissent différemment, qui ne considèrent pas que c'est dans leur rôle que d'harceler des femmes ou de poser ce genre de questions aux femmes? Ça n'est pas ça qui doit être la norme. Très joli mot de fin. Est-ce que quelqu'un aimerait compléter? Caroline. Peut-être, ce qu'on a quand même pas mal parlé des politiques publiques. Il y a eu plusieurs interpellations sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. On a beaucoup parlé de l'école. C'est pas le seul levier. Et moi, je trouve intéressant de s'inspirer d'autres politiques publiques qui ont marché. Et en France, on en a une qui a bien marché, c'est celle sur la sécurité routière. Alors, c'est pas gagné, il y a encore trop de morts sur les routes, mais on est quand même passé en 20 ans en France ou 30 ans de 16 000 morts par an sur les routes à moins de 4 000. Donc en termes de réussite de politique publique, c'est quand même pas mal. Bon. Il y a 20 ou 30 ans, vous étiez dans un repas de famille, votre oncle ou votre tante se levait complètement bourré et prenait son trousseau de clés. Qu'est-ce qui se passait il y a 20 ou 30 ans? Rien. Voire on lui disait, allez, un dernier pour la route.
Moi, j'ai entendu ça dans mon enfance. Un dernier pour la route. Truc de dingue quand même. Bon. Donc, aujourd'hui, je ne dis pas que le problème est réglé, mais globalement, plus souvent qu'avant, on va faire rasseoir la personne, reprendre son trousseau de clés, commander un taxi ou attendre que la personne dessoule. Et en fait, comment on a fait changer à ce point-là les mentalités et les comportements? Vous pouvez prendre pareil sur le préservatif, sur la cigarette. Aujourd'hui, en France, par exemple, vous allumez une cigarette dans un restaurant, les gens ils vous regardent et font « Mais what? T'es saut 20e siècle, mec, quoi. Genre, monde moderne, on fume plus dans les espaces fermés, en fait. » Bon. Donc, vous voyez, nos comportements ont radicalement changé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait comment faire. Il y a 5 mesures qu'il faut prendre. La première, c'est qu'on en fasse une priorité politique. Le président de la République vienne à la télévision 2 fois par an, 3 fois par an pour dire « Maintenant, ça suffit, on ne peut plus violer, on ne peut plus taper, c'est terminé dans notre pays, ça va s'arrêter. » La deuxième chose, c'est les sanctions et faire appliquer les sanctions. Il ne suffit pas que la loi soit bien écrite. En France, on a plutôt une loi protectrice du point de vue des violences, mais elle n'est pas appliquée. Donc il faut faire appliquer les sanctions de manière exemplaire, montrer l'exemple. Troisième chose, il faut former les professionnels pour justement appliquer les sanctions et en recruter de nouveaux. C'est ce qu'on a fait sur la sécurité routière. On a formé les policiers et les gendarmes, mais on en a recruté de nouveaux pour faire appliquer les lois. Si on formait tous les médecins, tous les magistrats, tous les travailleurs sociaux, toutes les travailleuses sociales à en finir avec les violences, moi je pense qu'en 3 ans, on peut largement atteindre la réussite de la sécurité routière. La quatrième chose, c'est que sur la sécurité routière, tous les enfants de France, de Navarre, tous ont été formés de manière obligatoire dans les écoles à apprendre le code de la route. C'est-à-dire que moi, en 5e, évidemment, il n'était pas question que je conduise, mais je connaissais le code de la route. C'est obligatoire. Tout le monde a eu cette expérience sociale en même temps. Et ça crée quelque chose dans la société. Il faut créer un brevet de la non-violence obligatoire pour tous les enfants. Et la 5e chose, c'est la campagne de communication. En France, on a mis 12 millions d'euros par an de communication pour accompagner ce changement de mentalité sur la sécurité routière. Ça fait 10 ans qu'on met environ 500 000 euros par an sur les violences. Donc, voilà. Donc si on fait ces 5 choses-là de même ampleur sur les violences dans tous les pays du monde, peut-être pas 3 ans, d'accord. Mais en 10 ans, on divise par 4 le nombre de viols dans le monde. Moi, je signe. Alors, ça sera toujours trop. Mais franchement, je signe quand même en bas du papier, quoi. Last words, Atia, before we conclude this evening. On vous donne encore la parole avant de clore la soirée. Nous sommes vraiment tellement reconnaissants pour ce film et pour votre sincérité. Et moi, j'aimerais vous remercier toutes et tous d'être si nombreux ici. J'aimerais remercier le festival et ses organisateurs. Et donc, et pour moi, c'est tellement important parce que vous avez choisi ce film. Il n'y avait aucune obligation de le choisir. Et pour moi, ça a tellement de sens pour moi parce qu'il faut justement avoir ce genre de discussion dans des espaces comme celui-ci. C'est là où on va voir le changement. Et il faut pouvoir se sentir à l'aise de poser des questions. Ils ne sont pas forcément très confortables et avoir le courage de les poser. J'aimerais remercier le comité d'organisation de ce festival pour tout le travail qui a été accompli parce que je sais que ce n'est pas facile de réunir autant de personnes. Et merci d'être venu voir le film. Et merci d'avoir écouté mon histoire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce film et c'est vrai que je suis à des milliers de kilomètres de l'endroit où j'ai tourné ce film et merci d'avoir fait partie de cette expérience. Merci à vous tous, merci d'avoir été là, merci au FIFDH d'avoir organisé cette soirée. Merci également aux 2 traductrices qui n'ont pas arrêté tout au cours de la soirée de passer de l'anglais au français et vice-versa. Merci à toutes. Au revoir.